Avec Bonjour Monsieur plaisir. Titelman, merci Bonjour. de votre présence. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que votre nom circule dans les personnes que certains veulent voir interviewer, donc c'est un plaisir de vous recevoir. Avec Est-ce que vous plaisir. pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Alors moi, je suis un ancien membre de l'aviation navale. J'étais embarqué dans les avions de patrouille maritime en tant que radariste. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Sur la fin de ma carrière dans la marine, j'étais préparateur de mission sur Rafale, donc vraiment tout le système d'armes. J'ai quitté. J'ai commencé à accompagner des administrations, des entreprises dans tout ce qui était innovation. Donc par exemple, j'ai fait les big data 2 ans, pendant 2 ans. Enfin, quand on est consultant, c'est 2 jours par semaine pendant 2 ans. C'est pas forcément du temps plein. Mais donc j'ai accompagné Airbus sur la définition des cas d'usage des big data, comment réduire le coût de la maintenance des bateaux, quel est le futur de la furtivité, quel est l'état des lieux de l'industrie, de la guerre chimique. Enfin, voilà, des trucs assez variés. De 2013 à 2017, j'ai été en charge de la mise en place des outils de veille des médias sociaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'OSINT, Open Source Oui. Intelligence. À l'époque, ça n'existait pas. Et donc, j'étais au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, donc le centre interministériel de Place Beauvau, qui dépend de la sécurité civile. Et le but, c'était de collecter les tweets, les messages, etc., pour pouvoir gérer des situations d'urgence. Et tous les crises de 2013 à 2017, le Bataclan, des inondations, le crash de la Germanwings, etc., j'ai été impliqué dans ces choses-là avec une communauté de 100-150 personnes qui m'aidaient à collecter de la donnée. Et ce que je dis là est important pour la suite de mon parcours parce que c'est aussi cette OSINT qui me donne des sources en Ukraine avec les réseaux que j'ai constitués à partir de 2014 dans ce domaine-là. Et donc le hasard a voulu que par mon métier de conseil et de consultant, j'avais accès à des endroits qui étaient de plus en plus sexy, dans des usines, les usines de Boeing, etc. Et j'ai fini par en faire des vidéos pour rigoler. Mais et à la base, c'était pas volontaire. J'ai pas voulu créer une chaîne YouTube. C'était pour ma communauté de gens qui avaient peur de l'avion. Donc je D'accord. faisais des simulateurs de vol. Quand j'expliquais des crashs dans les médias, je voulais le mettre sur mon blog. Je savais pas gérer un blog. J'étais nul informatiquement. Je savais pas mettre de vidéos sur WordPress. Donc j'ai utilisé à l'époque, c'était Google+. Ça a disparu depuis. Et sans le savoir, Google+, quand ils ont disparu, ils ont tout mis sur YouTube et moi, je le savais pas. Et pendant 3 ans, j'ai continué à alimenter de cette manière-là une chaîne YouTube que j'ignorais avoir. Et je pensais que j'avais juste la visibilité de mon blog. Et un jour, il y a un vrai YouTuber, AdriGeek, qui avait 1 million d'abonnés. Et il me fait, mais tu sais que ta dernière vidéo, elle a fait 700 000 vues? Je fais, mais c'est pas possible, j'ai pas de chaîne YouTube. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais une chaîne YouTube. D'accord, oui, Voilà. Et effectivement. donc, le jour où je me suis lancé sur YouTube, j'avais déjà des millions de vues et des milliers d'abonnés j'ignorais que j'en avais. D'où le Petite histoire. pseudo au final. D'où le pseudo, Ah bah, je m'appelle voilà. Peur. Ouais, je m'appelle Peur Avion parce qu'à la base, j'encadrais des stages à partir de 2011 pour les gens qui avaient peur de l'avion, avec des simulateurs de vol, etc. Et toute mon ambition, c'était que le monde entier aime l'aviation. Voilà, c'était un petit peu ça. C'est pour ça que je m'appelle Peur Avion sur les médias sociaux. Ça a plus grand rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc, je me suis très fortement impliqué dans la guerre en Ukraine à partir du moment où ça a commencé. Mais moi, c'est depuis 2014 que j'y suis. Oui. Et j'en suis à mon 16e voyage. J'appelle ça des missions parce que je fais de l'humanitaire systématiquement. On collecte de l'argent, on amène du matériel, mais je pense qu'on en parlera. D'accord. Oui, parce que c'est important de rappeler la crise, enfin la guerre en Ukraine ne date pas de 2 ou 3 ans, hein. C'est en 2014 avec l'Euromaïdan, à la suite de l'Euromaïdan, avec l'annexion de la Crimée et d'une partie du Donbass. C'est toujours important de rappeler que c'est pas quelque chose de récent, mais ça a déjà Ouais. plus de 10 ans déjà. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de questions sur votre retour d'expérience dans le cadre de ce conflit. Et je rappelle, vous êtes souvent sur les plateaux télé, d'ailleurs, pour mettre en avant votre expertise sur le domaine, et, Bah, sur LCI, souvent aussi, j'ai remarqué. disons que moi, à partir de l'avril 2021, j'ai vu que ça allait péter. J'ai vu que les Russes étaient en train de monter en cadence. Donc j'ai fait des vidéos qui étaient dédiées. Donc tout le monde se foutait un petit peu de ma gueule. En février 2022, on n'était pas très nombreux à dire que les Russes allaient attaquer, très clairement. Et quand ils ont attaqué, moi j'avais fait une vidéo 2 semaines avant en expliquant comment ils allaient attaquer, de quelle manière, quelles seraient les méthodes et pourquoi ça se passerait mal pour les Russes. Alors, accessoirement, YouTube, merci. Cette vidéo elle a fait plus d'1 million de vues. Elle a été accusée d'être de la désinformation.
Et donc, YouTube a fait, enfin, les Russes ont attaqué ma vidéo massivement. Je suis Mhm. attaqué par les Russes depuis 2014. Donc, ils ont fait sauter ma vidéo comme quoi c'était de la désinformation. Et quand ensuite ils ont attaqué, pour de vrai, j'ai dit à YouTube, bah regardez, c'était pas de la désinformation, c'était juste prémonitoire, quoi. Et en plus, mon analyse était correcte. Et ils ont fait, ah non, non, ça a été jugé désinformation, on peut pas revenir en arrière. Mais bref, quand ça commence, il se trouve que par mes réseaux traditionnels, je mets en place une communauté de veille avec mes élèves de l'école de guerre économique. Je donne des cours en école d'ingénieur, etc. Et donc, je dis à mes élèves, on va collecter de la donnée ensemble. On va structurer ça d'une manière pyramidale, telle que j'étais habitué à le faire quand j'étais au centre de gestion de crise interministériel, au COGIC. Et de cette manière-là, j'avais des sources de terrain directes, y compris par les liens que j'avais tissés depuis 2014, qui m'informaient, bah, les Russes, ils se sont pris une branlée à tel endroit, ils sont en panne d'essence à tel endroit, ils sont bloqués à tel endroit. Et dans les médias, février 2021, 2022, on disait, bon, bah voilà, dans 2 semaines, l'Ukraine n'existe plus. Et moi, j'étais un des seuls qui disait, mais non, ils sont en train de se. Ils n'y arrivent pas, quoi. Ça se passe mal pour eux, comme je l'avais prédit 3 semaines avant. Et ça a fait que j'ai pris une place particulière dans les médias. C'est que j'avais plus de liens sur le terrain que tous les généraux et colonels habituels qui analysent ces choses-là. Et donc, j'ai eu beaucoup de place. Mais en fait, j'interviens dans les médias depuis 2012. Mais c'est vrai que c'est depuis 2004, 2022 que je suis plus visible. Oui, donc, bah, hier soir sur LCI d'ailleurs, on me signale dans le Ouais, chat, c'est vrai, oui. tous les vendredis. Ouais. Donc, alors, pour les retours d'expérience, j'ai une question de l'Archange dans le chat qui me demande est-ce qu'avec le retour d'expérience avec le conflit russo-ukrainien, la France ne devrait pas développer et s'équiper de drones de type Baba Yaga? Donc, en fait, apprendre de ce qui se passe ailleurs pour nous préparer Bien chez sûr. nous. Si, si, si. Alors, les drones Baba Yaga, pour rappeler, c'est des drones de grande taille qui, en Ukraine, sont capables de transporter entre 60 et 80 kilos de charge utile et qui servent du coup à beaucoup de missions différentes. Par exemple, j'avais passé 2 jours dans les tranchées du côté de Siversk. Et ces drones Baba Yaga, il faut imaginer, la ligne de front, elle est tellement saturée de drones kamikazes, etc., qu'on ne peut pas amener même de la bouffe ou quoi que ce soit sur la ligne zéro. La ligne zéro, les gens, ils y vont quasiment que à pied. Et pour les alimenter, en gros, les drones Baba Yaga, ils vont aller sur place et c'est Amazon Delivery. Ils vont amener 40 kilos de sacs, de la bouffe, de l'eau, des munitions, de l'essence, etc. Et dans la nuit où j'ai passé là-bas, le Baba Yaga, il a livré 20 fois 40 kilos de bouffe sur 20 points qui permettaient à la ligne zéro de tenir. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission, évidemment, c'est de faire du bombardement, c'est de faire du minage, c'est d'amener du matériel. Donc c'est toutes les missions qu'on peut imaginer et qu'en France, on est en train de réfléchir à faire des drones terrestres. Un drone terrestre, il va aller avancer à 5 km/h, 7, 10 pour ceux qui sont rapides en terrain pourri. Un drone aérien, dans le même temps, il va faire 10 missions, quoi. Donc le Baba Yaga, en France, on a des boîtes qui essayent d'en faire mais on fait des choses qui coûtent entre 200 et 300 000 euros et qui transportent 4 fois moins que les drones ukrainiens. C'est-à-dire que nous, nos gros drones franco-français, ils transportent moins de 15 kilos pour plus de 200 000 euros. En Ukraine, pour 20 000 euros, ça transporte 70 kilos. Ça fait quand même une grosse différence. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que les technologies liées aux drones, c'est quand même quelque chose qui se développe énormément. Et qui plus est, dans le cadre de ce conflit, avant, on utilisait beaucoup moins les drones dans les différentes actions Ah bah, modernes, hein. il y en avait pas. Voilà. On a eu l'Iran, qui était un gros producteur de drones pour la Russie, mais maintenant, ils sont davantage produits en Russie, les drones russes, hein, si j'ai bien Ouais. suivi. Et en face, l'Ukraine qui a énormément rattrapé son retard sur ce sujet et qui est d'ailleurs un des pays qui est Alors, à l'avant-garde en du avant. développement des drones au niveau interne, même mondial, hein. L'Ukraine, l'Ukraine est aujourd'hui le pays le plus pointu dans l'usage des drones, devant la Chine, devant l'Iran, devant la Russie. Et en réalité, ils étaient en avance sur les autres parce qu'ils ont commencé eux aussi en 2014. Certains des programmes qu'on a vu arriver en 2018-2019 sont des suites de 2014 et ont permis à la fin aux Ukrainiens de résister. S'ils n'avaient pas déjà eu les drones en 2022, je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus de difficultés à contenir les avancées russes. Et donc en réalité, ils avaient pris de l'avance. Et ce qu'ont fourni les Iraniens, ce sont des drones de grande taille, de bombardement qu'on appelle les Shahed, qui vont aller à 1000-1500 km, qui sont conçus en fait pour bombarder Israël depuis l'Iran. Mais donc en termes de distance, vu que l'Ukraine est un grand pays, ça permet de faire des drones qui, dans les premières générations, coûtaient quand même relativement pas cher par rapport à un missile. C'est-à-dire que c'est des drones, encore une fois, c'est des missiles low cost en réalité, c'est presque plus des drones, c'est des missiles à hélice
qui vont coûter au début de la guerre 40 à 50 000 euros. Mais vu que les Ukrainiens ont mis de la guerre électronique, des systèmes de brouillage partout, maintenant les Russes sont obligés de produire ces drones avec un coût qui est beaucoup plus élevé, notamment en achetant des composants chinois pour pouvoir synchroniser des capteurs GPS. Et les Chinois, ils se font plaisir parce que comme c'est les seuls fournisseurs, ils font x2, x3, x4 sur les tarifs normaux, mais les Russes n'ont pas le choix. Et donc c'est ça qui est génial. On a les Russes qui sont obligés d'emprunter de l'argent aux Chinois pour que les Russes achètent du matos surfacturé aux Chinois. Donc pour les Chinois, c'est merveilleux cette Oui. guerre, c'est un transfert de richesse incroyable de la Russie vers la Chine et vers l'Inde qu'on est en train d'observer. Je ne parle pas des morts, etc., mais en termes de Économique pur, oui. souveraineté, c'est dramatique pour les Russes, évidemment. Oui, parce que même d'un point de vue économique, il y a tout ce qui va être aussi les ressources type gaz ou pétrole, où là, c'est Ouais, vrai qu'il y a vraiment En fait, tout ce qui se vendait à l'Europe et aux pays occidentaux, maintenant, c'est dévoyé sur l'Inde et la Chine, notamment. Mais pas dans les mêmes volumes, Oui, bien sûr. ils peuvent pas suivre. Mais c'est ça qui a provoqué une baisse des revenus énergétiques de la Russie de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que maintenant, ils gagnent moins de 600 millions d'euros par jour, ce qui est beaucoup, au lieu de plus d'un milliard par jour. Et donc ça, c'est de l'argent qui leur manque pour pouvoir tenir leur guerre. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi l'obligation de vider leurs réserves souveraines, qui aujourd'hui ont été vidées quasiment aux trois quarts. Et juste pour revenir aux drones, c'est vrai qu'on a vu des opérations quand même Ouais. assez impressionnantes avec les drones, notamment une opération russe qui était la toile d'araignée qu'on avait vue, je crois que c'est ça le nom. Euh, Ukrainienne, ukrainienne. Ouais, c'est ça, oui, toile d'araignée. En Russie, je veux dire. Et on avait vu donc c'était ces camions dans lesquels il y avait des drones qui étaient rentrés en territoire et qui s'étaient déployés pour aller attaquer les bases aériennes avec Ouais. certains avions qui étaient russes à ce moment-là Des, et qui ont été des détruits, hein. bombardiers stratégiques. Voilà, les bombardiers Ah ouais. stratégiques. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir l'utilisation de ces drones et la façon dont on arrive à les faire aller loin dans le territoire. Et ça pose aussi une question qui, là, se pose du côté européen. On voit la multiplication de drones étrangers, inconnus, au-dessus de capitales, de centres nucléaires, de bases militaires en Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui doit pousser à à faire beaucoup plus attention, voire même à s'inquiéter de ces actions parce que certaines ont été pas revendiquées, mais rattachées aux Russes, d'autres on ne sait pas encore. Ouais, On bien a sûr. vu au-dessus de la Belgique et de Bruxelles récemment encore. Enfin, on est quand Hmm. même à l'Europe bien à l'ouest, hein. On est quasiment en France. Et je crois que d'ailleurs, je sais pas s'il n'y en a pas eu en France. J'ai un Si, doute. si, bien Il y en sûr, a eu, le voilà. survol des Charles Leclerc la semaine dernière qui était en train d'être déplacé. Si, si, ça, il y en a plusieurs. La base de Mourmelon également, des centrales nucléaires. Et si, si, ça arrive. Et face à ces drones, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à l'échelle européenne, pour quand ça vient jusqu'à sur notre Alors, territoire? ces petits drones-là, en réalité, ils décollent pas de Russie. Oui. C'est des petits drones qui sont opérés. Faut imaginer, les Russes, ils ont recruté des milliers de débiles pour faire des actions débiles. C'est pour ça Mais que qui juste sont. avant, j'évoquais l'action araignée, parce que ça partait depuis le territoire même russe. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que les Russes, ils ont recruté par exemple un mec qui a fait cramer pour organiser des attentats ou faire brûler des centres commerciaux. L'IKEA de Vilnius a été cramé par un mec qui a été recruté par les Russes pour 3 000 € sur Telegram. Et faire cramer des dépôts pétroliers, ça arrive tout le temps. En fait, les Russes le font. Taguer des étoiles de David, on a vu toutes ces Les histoires-là. cercueils dans les Et- rues, les têtes de Exactement. cochon qui, potentiellement Sur aussi. la mosquée. Ouais. Voilà. Mais c'est confirmé maintenant. Oui. Et donc, de la même manière, il file 1500 balles et un drone qu'on achète à la Fnac à un gars. On lui dit va voler dans l'axe de l'aéroport pour empêcher les avions de décoller, ou alors va survoler telle base, ça va foutre le bordel. Le mec, il se fait 1 500 €. La probabilité de se faire attraper, elle est quasiment nulle. Et la probabilité que nous, on intercepte le drone, elle est très très faible également. Donc ça, c'est pour les drones de petite taille qui décollent de proximité et qui vont voler à 10-15 km. Évidemment, les Ukrainiens, eux, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est qu'ils avaient préparé une opération dans laquelle des dizaines de drones ont décollé de plein de camions sur tout le territoire russe et ont été capables d'aller taper des bombardiers stratégiques et ils ont perdu, la Russie, 20% de leurs bombardiers stratégiques alors qu'ils en manquent déjà et qu'ils sont pas capables d'assurer le nécessaire, par exemple, s'il y avait un conflit avec les États-Unis, etc. C'est-à-dire que pour la Russie, c'est dramatique. Donc nous, quand on se fait survoler, on ne sait pas si c'est un débile qui s'amuse, ou si c'est potentiellement un drone qui va transporter une petite grenade, et là on fait tomber ça sur un avion de ligne qui est en train de décoller, ou sur un Rafale sur une base militaire, et c'est dramatique. Et le problème, c'est que nous nous interdisons
d'avoir une réponse qui soit ferme. Parce que on n'est pas en guerre, parce que si on l'intercepte et que ça explose et que ça tombe, et que si on le détruit en vol, peut-être que ça va tomber sur une voiture. Bah ouais, mais en attendant, quand on est attaqué de cette manière-là, il faut être capable d'être ferme. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, on regarde ces drones passer, on se rend compte que nos systèmes de brouillage sont inefficaces parce que ce qu'on a fourni aux Ukrainiens en 2022 en canon de brouillage est très vite devenu périmé. Ils sont passés des technologies beaucoup plus efficaces et 10, 15, 20 fois moins chères. Et nous, on est resté sur nos méthodes de l'époque et nos technologies qui ne marchent plus. Je vais vous donner un ordre d'idée. Donc l'armée de l'air, l'armée de terre, tout ça, quand on a des canons de brouillage, donc vous savez, ça ressemble à un canon futuriste façon Robocop, hein, on va éclairer un drone dans le ciel. Et le principe, c'est que ce drone, quand il a plus de batterie, en fait, il va perdre le GPS et il va perdre la communication avec son pilote. Mais ces drones, théoriquement, du coup, il reste sur place. Et puis, quand il a plus de batterie, il va finir par se poser gentiment à la verticale. Sauf qu'en pratique, les Ukrainiens et les Russes, pour éviter de se faire brouiller, ils ont modifié le logiciel. Et ces drones, s'ils perdent la communication, ils vont partir très haut jusqu'à ce qu'ils recommencent à capter. D'accord. Et donc, notre croyance de croire qu'en éclairant un drone, il va finir par s'arrêter, elle est complètement fausse. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un nombre incalculable de drones dont on peut préprogrammer la trajectoire, y compris des drones à aile fixe, pas que des petits quadcoptères à 100 balles. Et donc, ces drones, on va leur donner 4 points de passage pour prendre des photos d'une base militaire, etc., ou d'infrastructures critiques. Tu peux le brouiller autant que tu veux. Il s'en fout puisqu'il est pas il n'y a pas de communication. Mais comme en plus il n'y a pas de communication, il n'y a pas de pilote qu'on peut détecter en détectant les ondes qu'il est en train d'émettre. Donc il y a plein de problèmes. Et le troisième point, c'est que sur Internet, vous allez tout de suite sur Alibaba, vous tapez, vous cherchez le Mujin 5. C'est un drone qui transporte 30 kilos sur 300 kilomètres. Il est massivement utilisé par les trafiquants de, de drogue pour traverser la Méditerranée entre le Maroc et l'Espagne. Et ça, bah, les Ukrainiens, par exemple, en 2022, la première attaque qu'ils ont fait sur une raffinerie pétrolière, sur la raffinerie de Rostov, c'était avec un drone civil à 10 000 balles qu'ils ont simplement, bah, au lieu de mettre de la drogue, ils ont mis un explosif à bord, quoi. Et ça fait que n'importe qui, n'importe où, peut acheter ces types d'équipements. Alors, on a des suspicions sur les Russes parce que notamment, un des problèmes sur le Danemark, c'était un drone de grande taille qui, a priori, avait été lancé d'un bateau puisque le bateau a fait un détour pour être plus proche des côtes pour pouvoir le piloter en direct. Et là, Donc ça, ça mais on n'a pas repose la réussi. question des flottes fantômes avec notamment Bien les sûr, ressources qu'on évoquait tout à l'heure, oui. c'est ça. Et nous, comme on s'interdit de les abattre, on abat le même type de drone ou des drones plus gros. La France, par exemple, face aux drones outils qui visent Israël, on les intercepte, on les chope, on les détruit. Mais quand c'est au-dessus de notre territoire, on fait ah là là, attends, on n'est pas en guerre quand même. Bon bah ok, bah regardons les drones passer alors. Et, Et et, et là, ça me fait penser à une question parce que du coup, bon, c'est cette stratégie, enfin, cette position de ne pas répondre fermement. Il y a Drapeau qui pose la question dans le chat. Est-ce qu'on peut se dire qu'on se dirige vers une sorte de guerre froide avec des positions figées sans réelle avancée d'une part ou de l'autre et au final un conflit qui se fait en Ukraine avec des belligérants qui ne s'impliquent pas sur le territoire directement? alors, nous, on s'impliquera pas sur le front ukrainien dans le sens où il y aura pas un soldat français qui va aller tirer sur un Russe. D'ailleurs, je le souhaite pas. Je veux pas qu'il y ait une entrée en guerre de la France. Ou de n'importe quel autre pays. Mais je veux très clairement qu'on donne aux Ukrainiens les moyens de se protéger tel que l'on a promis de le faire. Je vais quand même rappeler qu'il y a eu un mémorandum dans les années 90, qui s'appelle le mémorandum de Budapest, par lequel les Ukrainiens ont accepté de rétrocéder, de rendre leurs bombes atomiques en échange d'une protection de notre part. Et la protection, ça devait être la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis qui devaient l'assurer. Donc ils ont rendu leurs bombes atomiques. Il y a eu un partenariat pour la paix en disant ah là, c'est trop dangereux, vous avez beaucoup trop d'armes, les Ukrainiens. Jusqu'en 2016, on a payé des impôts pour démanteler l'arsenal ukrainien. On a détruit plus de 1000 missiles de croisière, plus de 100 000 tonnes de munitions qui leur manquent aujourd'hui, des millions de mines antipersonnelles. Et aujourd'hui, quand ils se font attaquer, on leur dit ah non, on va pas vraiment vous aider, quoi. On va vous aider qu'à moitié. Juste assez, mais pas assez pour gagner ou pas assez pour vous défendre correctement. Et ça, idéologiquement, déjà, le fait de ne pas être à la hauteur de notre promesse et de la signature de la France, à l'époque, c'était Mitterrand, ça, c'est un truc qui me révulse et qui me rend vraiment, c'est vraiment dramatique, quoi. Et donc, globalement, cette histoire de co-belligérance, les seuls pays qui sont co-belligérants là-dedans, c'est ceux qui ont mis des soldats officiellement sur le terrain. Et ils sont au nombre C'est de trois l'Iran. aujourd'hui. Enfin, Bah, c'est du côté l'Iran, russe, il y a l'Iran, la Corée du Nord et la Russie.
C'est ça. Et la Russie. Et la Biélorussie a ouvertement laissé des missiles partir de son territoire. Donc il y a quand même une coordination avec eux également. Au moment Des missiles balistiques. au moment de l'intervention en 2022, c'était 2022, Ouais, il n'y a pas eu une partie des forces russes qui sont parties depuis si, les bien sûr. frontières ukrainiennes. Donc, d'une certaine façon, voilà, il y a même des soldats qui sont passés par la Bien frontière sûr. Des biélorusse. soldats, des bombardements, des avions de Ah. chasse et des avions d'observation qui étaient basés en Biélorussie, tu as raison. Donc on a des vrais co-belligérants. Euh, Si tu regardes l'histoire, tu es un passionné de géopolitique, dans l'histoire, quand il y avait la guerre du Vietnam, effectivement, ou la guerre de Corée, il y avait un des deux camps qui était impliqué, et puis l'autre, il soutenait. Alors, c'est un peu particulier pour les Russes parce que eux, ils n'allaient pas seulement dans le soutien. Les Russes avaient des pilotes de chasse, enfin les Soviétiques, ils avaient des pilotes de chasse qui pilotaient des MiG contre les avions de chasse américains en Corée, en Vietnam, en Égypte contre Israël. Donc les Russes, ils font de la co-belligérance, mais ils sont belligérants quand même. Ils vont Puis, réellement piloter les avions de chasse. Ils vont puis, vraiment tuer des Américains, des Français, etc. à la différence de la guerre froide aussi, les Russes, la guerre a frappé leur propre territoire, parce que la guerre froide, c'était quand même les Soviétiques contre les Américains, pour faire de manière très Ouais, caricaturale, mais le conflit n'était jamais sur leur territoire national. Il y a eu Kursk pour la Russie, qui a ouais. été une vraie gifle, d'ailleurs, à cette Depuis opération 45, hein. spéciale. Voilà, il y a eu une partie de la région de Kursk qui était occupée par l'Ukraine dans le cadre de ce conflit, et Bien sûr, ça, c'est quelque chose qui change complètement avec ce qu'on pouvait penser de la guerre froide bien sûr. avant. Et de la même manière, les attaques dans la profondeur ukrainienne, qui développent aujourd'hui des missiles à 3000 km de portée, qui frappent des cibles jusqu'à 2700 km pour les plus lointaines du front. Alors après, il y a des commandos qui vont encore plus loin, qui ont fait des trucs sur la mer vers le Kamchatka. Donc on a des choses qui sont incroyables, à la frontière de la Chine, hein, du côté Alaska. Et donc les Russes aujourd'hui se rendent compte que leur territoire est trop grand pour être réellement correctement protégé. Et les opérations comme Spiderweb, etc., c'était pas simplement l'Ukraine qui envoie des missiles, c'est qu'ils arrivent à organiser des opérations complexes, secrètes, sur le territoire russe, sans que les Russes soient capables de les détecter ni de les empêcher. Et ça, c'est quand même, effectivement, pour la Russie, c'est une démonstration de faiblesse à laquelle eux ne s'attendaient pas parce qu'ils s'attendaient que l'Ukraine s'effondre, tout comme la Crimée était tombée quasiment sans se battre en 2014, malgré l'opposition d'une bonne partie de la population, hein. Mais la conséquence, c'est que la Russie n'arrive pas à atteindre cet objectif de guerre, qui est conquérir l'Ukraine, parce que quand même, ils l'ont dit au début, et Poutine l'a encore répété cet été, que toute l'Ukraine devrait être russe. Il y a son premier conseiller Patrouchev qui a répété encore une fois à la fin de l'année dernière que tous les pays baltes devaient être russes. C'était leur vocation de revenir dans le giron russe. Donc je veux dire, ils s'attaquent à l'Ukraine, mais ils s'attaquent ouvertement, ils le disent, à l'Union européenne et à des pays de l'OTAN. Et l'Union européenne est plus engageante en termes de défense que l'OTAN, accessoirement. C'est-à-dire que ces pays-là, c'est pas l'OTAN. Certes, il y a les Américains qui vont nous protéger, etc., on espère. Mais surtout que là, on doit réagir militairement si les Russes attaquent un de ces pays. Et c'est un engagement ferme, pas simplement à la hauteur de nos moyens, comme le dit l'OTAN. Là, on doit répondre comme si on était attaqué nous-mêmes. Et donc, évidemment, les Russes s'y préparent, puisque depuis 2013, ils se préparent aussi à bombarder des cibles en France. Et alors là, pour revenir du coup par rapport à l'investissement dans le matériel de guerre, j'ai Chauffant qui a une série de questions qui était celui qui, je pense, attendait plus votre venue. Quels sont les équipements militaires qui vont disparaître ou recevoir moins d'investissement après cette guerre? Par exemple, les chars qui étaient cependant très importants il y a 2 ans le sont aujourd'hui beaucoup moins. Est-ce que Alors, il y a des dynamiques à ce niveau-là et de l'investissement militaire qui sont repérables? alors, investissement militaire, chez nous, ça évolue pas encore. Mais la réalité, c'est que j'ai fait un trade sur Twitter il y a pas longtemps sur le retour d'expérience vu des Russes, et qui est exactement le même que celui des Ukrainiens. Mais je vais donner un exemple. Quand la France fournit un missile anti-char à l'Ukraine, un missile anti-char coûte 250 000 euros. Les Ukrainiens et les Français qui se battent en Ukraine, des volontaires qui ont quitté l'armée il y a 2, 5 ans, 10 ans, qui viennent se battre en Ukraine et qui parlent de leur guerre, pour eux, il est considéré comme suicidaire d'utiliser un missile anti-char. On ne peut pas avoir de visibilité directe sur l'ennemi. Donc, un missile anti-char, ça coûte 250 000 euros et c'est suicidaire de l'utiliser. Pour le même prix, les Ukrainiens, ils produisent 500 drones kamikazes qui a une plus longue distance,
qui a plus de charge utile et qui a une probabilité de coup au but plus importante et qui ne nécessite pas de se mettre à portée de notre ennemi et se faire défoncer du coup. Donc tu vois, pour l'instant, déjà on a une doctrine qui n'a pas évolué à la vitesse nécessaire, mais on n'a pas changé l'allocation de nos ressources. On continue à acheter des missiles anti-chars à 250 000 euros, qui sont très jolis, qui sont très bien, qui sont des merveilles de technologie, mais qui ne sont pas adaptés à la guerre telle qu'on la voit aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier exemple, je pense. Toutes les armes qui nécessitent du tir direct, un char n'a aucune chance de faire du tir direct dans cette guerre. Enfin, si, il y a quelques exemples, je veux dire, du Striker, et ça arrive, mais c'est tellement rare par rapport à leur usage. La plupart des chars, quand les Russes arrivent à 6-7 bornes, ils vont commencer à faire du tir. Alors, tir direct, c'est que je vois et je tire en ligne droite. Excuse-moi. Ils vont faire du Tir tir en indirect, cloche, oui. tir en cloche, voilà. Et donc, l'artillerie, ça tire en cloche. Les chars, maintenant, sont de plus en plus utilisés comme une artillerie supplémentaire, mais qui tire moins loin. Et si les Russes approchent à 3-4 bornes, éventuellement, on va nous aussi se mettre à leur tirer dessus en direct. Mais quand on fait ça, c'est tellement dangereux de se prendre un FPV dans la tronche que finalement, quasiment plus personne ne le fait. D'accord. Donc, c'est une guerre de fait. Donc, le tir direct, que ce soit un sniper, que ce soit le missile anti-char, que ce soit le char, c'est des choses qui, relativement, ne peuvent plus peser le même poids que par le passé sur le champ de bataille En fait, et pour tout lesquels il vaut dépend mieux réallouer les ressources. du terrain où le conflit a lieu. C'est des Alors, grandes plaines, c'est pas pareil que dans une zone urbaine qui est différente de bien sûr. marécage Ah oui, ou voilà, je veux dire. évidemment. Et puis ça dépend de notre ennemi, hein. Le jour où on est de nouveau face à l'État islamique, ce que je dis là est peut-être pas réel, mais en tout cas, dans tous les cas, il faut se préparer à se prendre des drones dans la gueule en grande quantité. Et si demain ou si dans un an, on doit se battre face aux Russes et dans les pays baltes pour défendre la Lituanie et la frontière de la Pologne, les Russes nous mettront 15 000 drones kamikazes par jour dans la gueule. Et nous, on a des brouilleurs qui marchent pas. Et Ouais. on n'a aucun drone à leur mettre dans l'autre sens. Et les matériels français. Et donc, il y a une série. J'ai vu la semaine dernière. Je suis rentré lundi d'Ukraine, lundi soir. Donc, j'ai vu la semaine dernière les blindés français VAB, les véhicules de l'avant blindés, qui sont arrivés en Ukraine il y a moins d'un mois. Ces blindés sont jugés inaptes au combat parce que ils n'ont pas la cage de protection, ils n'ont pas les capteurs acoustiques qui permettent d'entendre les drones arriver, et ils n'ont pas les brouilleurs pour éventuellement brouiller ces drones-là. D'accord. Donc, partant de ce concept, notre armement est jugé inapte au combat par les Ukrainiens, donc c'est qu'il l'est réellement. S'ils l'engagent sur le front, 24 heures plus tard, ces blindés-là, ils sont cassés, ils n'existent plus. Donc c'est pour ça que ces armes ne vont pas disparaître, mais il faut qu'elles évoluent massivement, et surtout pour considérer qu'elles sont des consommables. On ne peut pas considérer un char qui va coûter 5 millions d'euros. J'ai un exemple, je pense, qui est assez parlant. Après, je te laisse poser d'autres questions, je parle beaucoup. Les Allemands ont fourni un drone terrestre qui était censé savoir tout faire, etc. Le truc qui coûte 5 millions d'euros, le drone terrestre. Les Ukrainiens, ils l'ont testé. Le truc, il est trop lourd, il s'embourbe, les capteurs, ils supportent pas enfin, il y a de la vapeur qui se met dessus. Le canon, il n'est pas aussi bon que ce qu'ils disent. Le truc, il coûte 5 millions d'euros, il sert de table à café dans une école. Les Ukrainiens, ils font des drones à 20 000 euros. Ouais. Et ils en produisent des centaines. Il y a une vidéo qui est sortie il y a 1 heure sur ma chaîne, sur ça, sur les drones terrestres. Et ben, les Ukrainiens, pour 20 000 euros, ils font mieux que nous pour 5 millions d'euros. Eh, Donc, faut pas juste dire on passe aux drones. Il faut faire des drones adaptés à la réalité, donc low cost et en grand nombre. Est-ce que ça, c'est pas aussi le fait de l'expérience directe d'un conflit armé et de l'urgence, on va dire aussi en investissement dans la recherche et dans le développement de ces drones, et surtout le fait que, bon, l'Allemagne qui développe des drones, c'est bien, mais l'Allemagne n'a plus l'expérience d'un conflit armé potentiellement, comme là aujourd'hui l'Ukraine qui lutte pour sa propre survie dans ce Bien cadre. sûr, bien sûr. Ah ouais, et Là où la nécessité différence de la selon France, moi. pourtant, c'est qu'on fait beaucoup d'interventions OPEX, etc. Où, Oui, à ce niveau-là, on est censé quand même. mais on est champion du monde pour les guerres qui existent jusqu'en 2022. On est extraordinairement performant. On a les meilleurs soldats du monde, mais nos méthodes sont adaptées à ce qu'on voyait jusqu'en 2022 et à des guerres de faible intensité.
c'est-à-dire des canons qui tirent pas tellement, des chars qui n'ont pas besoin de de se déplacer, qui n'ont pas besoin de se cacher, qui n'ont pas besoin d'avoir de brouilleur, qui n'ont pas besoin d'avoir de cages de protection. Notre menace principale, c'était les mines. Je veux dire, les mines aujourd'hui, c'est un truc, oui, ça existe, mais ça représente 5% des pertes. Les drones, c'est 70-80% des pertes. Aériens pour les véhicules, j'entends. Mhm. Donc, le fait qu'on ait été très performant et qu'on soit très performant, ça se retranscrit aussi quand on parle aux combattants. Les combattants qui arrivaient en Ukraine en 2022, français, j'entends, hein, ou Bah, n'importe quel d'ailleurs, Polonais. je pose la question parce que c'est totalement lié, donc tu Ouais, vas peut-être pouvoir faire deux réponses en une. Est-ce qu'on voit toujours des nouveaux Français et combattants internationaux ouais. dans les troupes ukrainiennes? Ouais, bah, cette semaine, j'étais avec les gars, les Français de Azov. Ouais. Du coup, effectivement, en 2022, les gars qui arrivaient, ils étaient meilleurs que les Russes et les Ukrainiens. C'est eux qui, enfin, ils masterisaient, quoi. Aujourd'hui, un commando marine qui arrive en Ukraine, il lui faut 3 à 6 mois d'adaptation. Parce qu'il ne sait pas communiquer par la radio avec un drone qui lui donne ses informations, parce qu'il ne sait pas comment on se protège contre les bombes planantes, comment est-ce qu'on les détecte, comment est-ce qu'on les identifie, comment on se coordonne, comment on se déplace. Dans les exercices qu'on voit de l'OTAN, là, en Roumanie et ailleurs, tu as un véhicule et tu as tous les mecs qui sont cachés derrière. C'est suicidaire, ça n'existe pas en Ukraine. Les gens, il faut qu'ils s'écartent absolument. Et donc, les Français et les étrangers continuent à arriver en Ukraine. On a des gars qui arrivent, moi, j'en connais qu'une proportion, et je sais qu'il y a plus d'une centaine de Français qui se battent sur place. Des anciens de l'armée française, des gens qui n'avaient jamais fait l'armée pour certains, des idéalistes, des gens qui sont là depuis plusieurs années, d'extrême droite, d'extrême gauche. Et Alors ça, du coup, j'ai dit Azov, je sais que ça a dû faire sursauter des gens ici. Et ce qui était rigolo quand j'ai vu les Français de Azov, c'était que les Français de Azov, t'as un afro, et donc j'ai fait une interview avec un Marocain. Le mec, c'est un Marocain de Azov. Et du coup, la première question que je lui pose dans l'interview, la vidéo est pas publiée encore, il faut quelques semaines, parce que j'ai tourné 10 vidéos en 10 Oui. jours, donc ça sera pour les 2 prochains mois. Et je lui fais, mais t'es pas censé être un nazi, hein? Et puis il me dit, mais j'ai eu plus de problèmes de racisme en France qu'en Ukraine, quoi. Et dans Azov, j'ai jamais eu de problème de racisme. On se bat pour la même cause, on est là pour défendre des civils, on est là pour quelque chose qui est, enfin, pour sauver des vies, au final, c'est pour ça qu'ils sont là. Et alors, il n'y a pas de problème que tu sois marocain, noir ou autre. Chez Azov, il n'y a aucun stress, hein. Il y a des Afro-Américains, il y a de tout, quoi. D'accord. Et du coup, oui, donc ça continue d'arriver là en Ukraine. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Alors, avec 2 vagues, il y a une vague en septembre par les gars qui ont fini leur contrat l'été. Ils finissent leur contrat en juin, juillet, août, c'est assez traditionnel. Du coup, septembre, octobre, il y a beaucoup d'arrivées. Et donc là, il y a au moins une dizaine de Français qui sont arrivés à ce moment-là. Et en janvier, enfin en fin d'année, en décembre, il y a aussi des gens qui vont finir leur contrat. Et je sais qu'il y a des gens qui vont arriver en janvier, février, mars. Il fait pas très beau en janvier, février, mars. Du coup, les gens, ils arrivent plutôt au mois de mars en général. D'accord. Mais par exemple, un exemple, la fin de l'année dernière, il y a une dizaine de Français qui étaient des anciens de l'armée française, qui étaient devenus vigiles, enfin ils se faisaient chier dans leur boulot, et ils sont tous les 10 partis en même temps pour s'engager dans une brigade ukrainienne assez réputée. Ok. Donc ouais, ça continue à arriver, hein. Et là, du coup, donc, tu évoquais la logique de refaire, enfin, de la stratégie militaire qui évolue. On sait qu'il y a des entraînements, des opérations coordonnées avec l'OTAN pour se préparer au conflit, etc. Est-ce que cette menace, ces drones, cette nouvelle manière de faire la guerre, c'est quelque chose sur lequel les forces armées de l'OTAN s'entraînent, ou on reste sur les vieux modèles de guerre qui sont pas forcément adaptés à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Malheureusement, en tout cas dans les entraînements de l'armée de terre que l'on peut voir, les colonnes de blindés espacées de ça l'un derrière l'autre, les hommes qui progressent de manière tactique en étant collés les uns aux autres ou en se protégeant, ça, c'est suicidaire. Et réellement, je suis triste parce que nos gars s'entraînent pour une guerre qui n'est pas possible. Et s'ils appliquent ces méthodes-là, ils vont survivre un quart d'heure. Mais réellement. Donc pour l'armée de terre, il y a énormément de retours d'expérience qui a été réalisé, mais qui se transcrit pas encore en évolution des doctrines d'emploi, de progression, de mouvement, etc. D'accord. Je suis sûr qu'il n'y a aucun Français à qui on a enseigné comment échapper à un drone à fibre optique par rapport à un drone piloté. Tu vois, j'en sais rien, hein, mais je serais étonné. Et donc, moi, je participe à ces retours d'expérience. J'ai de manière formelle et informelle, j'échange avec les responsables de ce qu'on appelle le CICDE, donc le Centre de doctrine de l'armée.
j'échange avec des soldats, je leur donne mes retours d'expérience, je fais des conférences avec des militaires. Quand je vais, là, typiquement, au dernier, il y avait SOFINS, qui est le salon des forces spéciales. Il y a plein de militaires qui ont pris mes coordonnées avec lesquels j'échange. Et comme c'est pas légal, enfin, comme c'est pas organisé, structuré officiellement, j'organise aussi des mises en relation entre les combattants français. Par exemple, Franck, le sniper, qui est un des plus connus sur ma chaîne, qui échange avec des régiments du génie, avec des forces, avec des gars qui sont costauds, pour permettre ce retour d'expérience de manière informelle, ce qui objectivement plaît pas beaucoup, hein. Faire Oui, les choses en dehors du cadre légal, mais les gars, ils vont pas attendre de se faire défoncer parce que c'est trop lent au niveau administratif, quoi. Donc, d'accord. il y a un retour d'expérience, et comme je disais tout à l'heure, j'attends le jour où on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez d'argent, et on continue à acheter des missiles anti-chars qui coûtent 500 fois le prix d'un drone. Donc moi, ça me pose un problème cognitif, quoi. J'ai Crystal qui revient sur un autre domaine militaire qui est le domaine de l'aéronautique. Donc, on va dire ton domaine de prédilection. La France a toujours été un des leaders mondiaux de l'aéronautique, encore plus avec ses Ouais. partenaires européens. Comment expliquer que nous avons eu la passion de l'aviation et du spatial de Blériot à Morane-Saulnier pour arriver à Dassault, Airbus et Ariane? On a tous lu Vol de nuit, pose-t-il la question. Alors, bah, après, on est un pays de rêveurs et de voyageurs et de pionniers et d'ingénieurs, hein, ça, c'est une réalité aussi. Et puis, il faut pas oublier que l'aviation, elle s'est créée à une époque où la France était une des plus grandes puissances du monde. Les cours européennes, la diplomatie mondiale se faisait en français. Et donc, quand il y avait des ingénieurs passionnés, etc., ils venaient en France. Et donc, les premiers vols se sont faits en France, et la France, la Belgique, quand on regarde le poids industriel de la Belgique il y a 120 ans, c'était un truc de malade à quel point ils étaient bons. Alors, ils sont encore devant nous en richesse par habitant, et les Pays-Bas, j'en parle même pas. Mais d'une manière générale, on a eu toujours cette capacité à se projeter et à innover, et à avoir une volonté et une stratégie. Et le fait de se permettre tout seul d'avoir une vision, fait qu'on n'est pas englué dans des programmes un peu pourris. Et je prends par exemple l'exemple du Rafale, par exemple, par rapport à l'Eurofighter. On s'est permis, tout seul, la petite France, d'avoir, d'être un des rares pays qui est capable de concevoir un avion de A à Z. Et il est beaucoup plus difficile de concevoir un avion aujourd'hui, dans les années 2020, que dans les années 80. Et donc, le nombre de pays qui essayent de le faire, il augmente, mais le nombre de pays qui sont réellement capables de le faire, lui, il n'a pas augmenté, voire même il diminue parce que les Russes sont de moins en moins capables de faire leurs avions tout seuls, voire totalement incapable pour les Sukhoi 57. Donc, la France, de par son poids historique, continue à être un leader. Et de par les choix politiques qui ont été réalisés, elle continue à garder une tête d'avance. C'est-à-dire, nos voisins européens, avec l'Eurofighter, qui regroupe les Allemands, les Italiens, les Anglais et les Espagnols, à quatre, bah, comme ils ont développé un avion à 4, chacun a développé qu'une petite partie des technologies nécessaires. Donc chacun de ces pays est incapable de faire un avion. Mais en plus, ils n'ont pas les mêmes ambitions, puisqu'ils ne sont pas face au même front. Les Espagnols n'ont pas les mêmes besoins que les Allemands. Et donc, quand ils font des évolutions, chaque pays fait ses évolutions différentes. Et au final, on a des avions de tranches égales au niveau Airbus, mais qui ont été modifiés différemment, ce qui fait que chaque pays en a un tout petit peu, pas beaucoup, et que chaque équipement coûte super cher, puisqu'on en fait des tout petites séries, et du coup, ils n'arrivent pas à les vendre. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'Eurofighter se vend mal, c'est qu'il n'y a pas un pays comme la France qui a une vision, une perspective unique avec tous les moyens jusqu'en 2035 et qui accessoirement est alimenté par les ventes. Puisque comme c'est un bon avion qui coûte moins cher, qui est plus efficace, il se vend mieux, du coup on a plus d'argent et on arrive à le développer avec plus de facilité. Voilà. Donc Et, on est sur un cercle vertueux pour la France et pour l'aviation. Et, et là par exemple, vous connaissez peut-être Bruno Aviation, regardez la chaîne YouTube. Euh, il appelle justement à faire le SCAF tout seul, C'est ce l'avion de que j'allais sixième dire. génération tout seul. J'allais rebondir Euh, là-dessus. On a vu le SCAF avec la volonté allemande de prendre la main sur les compétences et les connaissances que possède Dassault, notamment. Dassault qui a claqué la porte en disant qu'ils étaient capables de faire tout seul ce SCAF. Et les oui. Allemands qui se rendent compte que bon, ça va peut-être être beaucoup plus compliqué de prévu, même avec d'autres alliés européens. Euh, Est-ce que c'était pas la bonne solution d'essayer de faire ce SCAF tout seul, de même façon qu'on fait le Rafale tout seul aujourd'hui en France? Alors, oui, mais il faut le financer. Si
on se permet de mettre 80 milliards d'euros sur les 20 prochaines années sur cet avion, mais oui et 1000 fois oui. Parce que je pense réellement que nos partenaires qui achètent aujourd'hui du Rafale achèteront un drone de combat de 5e génération, de 6e génération et un avion de 6e génération. Les Indiens, les Émirats, etc. Et puis, si les États-Unis continuent avec leur politique actuelle, je pense qu'il y a un nombre croissant de pays qui vont vouloir arrêter de dépendre d'eux. Et donc, comme on est le seul pays à savoir le faire, que nos alliés, ils n'arrivent pas à s'organiser pour travailler correctement avec nous, Que la Russie peut plus le faire aussi. alors la Russie est totalement incapable. Depuis les années 90, elle a complètement raté la marche de tout ce qui était électronique. Et c'est pour ça qu'à partir des années 2000, les avions russes ont massivement été améliorés par des équipements français ou alors directement conçus avec des équipements français. À l'image du Sukhoi 30, du MiG-29, avec les casques français, avec les optroniques françaises, les chars, les hélicoptères et les avions russes étaient avec des optiques Thales et Safran. Et quand on a arrêté de leur en fournir en 2014, 8 ans plus tard, ils étaient toujours pas foutus de faire un truc équivalent. Et quand ils cherchaient à vendre des Sukhoi 35, le Sukhoi 35, c'est le top du top de ce que font les Russes. Mais quand ils essayent de l'exporter, c'est avec de l'avionique française. Alors, je précise parce qu'on me demande dans le chat, Vas-y. le SCAF, c'est le système de combat aérien du futur. En gros, c'est les avions prochaine génération, les avions De futuristes en termes de 6e génération. génération. Voilà. C'est ceux qui succéderont aux Rafale quand ils existeront, parce que pour l'instant, il n'y en a pas en France. Alors, Mais les Américains disent que le F-47 américain est censé être un avion de 6e génération. Il faut voir si c'est réel ou si c'est une annonce américaine encore. Mais ouais. parce que du coup, pour potentiel SCAF français, en soi, on serait en compétition, on va dire, sur ce modèle avec les Américains et les Chinois Ouais. seulement. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs programmes. Il y a un programme franco-allemand-espagnol qui se passe pas bien. Bah, Parce qu'on la a porte a essayé, été claquée, non, pour celui-là, d'ailleurs, c'est fini. ils font semblant de continuer à essayer d'y croire. Ouais. Et les Allemands qui voulaient nous mettre la pression, et effectivement, comme tu l'as dit, tenter de voler nos technologies. En fait, je vais le faire simple. Il y a une répartition des rôles dans lequel la France est reconnue comme le meilleur acteur et donc c'est elle qui a la majorité du travail. Disons 40%. Je me souviens plus des proportions. Les Allemands ont 35%, les Espagnols ont 30%. Et quand on dit, bah voilà, ça c'est la répartition. Les Allemands disent, eh ben moi je vais être dans 30% de tout, 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 tout. 30% des commandes de vol. Les commandes de vol, c'est une spécialité de Dassault depuis le Moyen Âge. On est champion du monde. Même les Américains disent qu'on fait des meilleures commandes de vol qu'eux. Et les Allemands, s'ils sont dans 30% des commandes de vol, en fait, ils auront la totalité à l'accès à la totalité de ce qu'on fait. Et donc Dassault dit, c'est hors de question. On ne fera pas 30% sur la totalité. Les Allemands, vous n'avez qu'à faire l'intelligence artificielle. Les Espagnols, vous ferez les capteurs de guerre électronique. Thales, vous ferez les capteurs optiques refroidis. On peut se répartir les tâches d'une manière qui est logique. Et les Allemands ne veulent pas. Ils veulent être dans 30% de tout pour pouvoir piocher et voler toutes les technologies. Et donc Dassault dit, il y en a marre, je vous abandonne, je me barre. Et maintenant, les Allemands disent, ah, en fait, on ne sait pas faire l'avion, quoi. On ne sait pas Mais faire. on se retrouve pas un peu dans le même problème que l'Eurofighter où on n'a pas les mêmes objectifs et qu'à terme ça peut poser le même problème. Bien sûr, Parce bien que sûr. Mais du coup, de ce que j'avais cru comprendre, Dassault a été le premier, enfin a été l'acteur qui a dit non aux Allemands. Et l'État a été frileux, puis finalement la position du gouvernement et de l'État a été de se ranger derrière cette position de Dassault. Mais aujourd'hui, le programme souverain national de faire un avion de 6e génération est infinançable pour les finances publiques françaises. Donc, si on décide de le faire, Est-ce que ça se chiffre à combien un tel programme? avec l'achat des avions, c'est 80 milliards 80 milliards sur la globalité du programme. d'euros sur la globalité du programme, hors maintenance en conditions opérationnelles de l'avion, etc. Et en plus, les Allemands, ils font chier parce qu'ils nous disent, mais vous, les Français, vous allez faire un avion nucléaire et un avion qui va sur votre porte-avions. Donc, vous allez faire des choix, par exemple, de taille, de support, de capacité à supporter les accélérations, de train d'atterrissage. Il n'y a pas de raison que eux ils payent pour ça. Et ça, sur ça, ils n'ont pas Oui, tort. c'est vrai. Mais du coup, ils essayent de surévaluer le surcoût des spécificités françaises pour qu'on paye davantage, y compris pour les technos qui vont être développés par les Allemands. Donc, il y a un moment, enfin, moi, j'en ai ras-le-bol de ce programme. Mais ça, c'est le premier programme dont on ne sait pas s'il va aboutir. Mais dans tous les cas, qu'il aboutisse ou pas,
on travaille déjà au développement des technologies, des briques technologiques qui sont les unes à côté des autres, hein, des capteurs, etc., pour pouvoir effectivement garder une domination assurée sur tous nos compétiteurs stratégiques autour de nous. Le deuxième pays qui le fait, c'est les Anglais, avec le programme qui s'appelle le Tempest, et qui ont réussi à rapprocher leur programme du programme japonais. C'est-à-dire qu'il va y avoir un avion anglais, japonais et italien qui va avoir énormément de technologies communes, le moteur britannique, etc. Et là, il y a un leader clair. Les Anglais, je crois qu'ils ont 60% de la charge de travail. Donc, comme il y a un leader clair, et pas un truc où c'est 30-30-30% comme avec le programme français, eh ben, ce leader clair peut imposer des directives, peut valider des choix techniques, et il n'y a pas 50 réunions de cadrage avec des PowerPoint à 200 000 euros à chaque fois qu'ils se réunissent, quoi. Donc ça, c'est le deuxième programme qui aujourd'hui est moins financé, mais grâce à un leadership plus établi, semble pas mal bien parti. D'accord. Ah. Ensuite, effectivement, il y a le programme américain, le F-47, qui aujourd'hui, ils disent qu'ils sont en train de rentrer dans la phase de production. Donc on peut imaginer que les premiers prototypes voleraient dans 2027-2028, que en 2030, il sera réellement opérationnel, intégré dans les armées dans l'US Air Force. Et donc les Américains ont de l'avance. Les Chinois, on ne sait pas ce qu'ils valent. Les Chinois aussi, ils disent qu'ils font un avion de 6e génération, mais on est habitué à les voir faire des annonces qui sont marketing et qui derrière n'ont pas la qualité technique qui a avancé. C'était le cas pour le J-10, c'était le cas pour les drones. Les drones, les Émirats, quand ils ont acheté des drones chinois qui étaient géniaux, quelques mois plus tard, ils ont vu à quel point c'était de la merde et ils ont offert cadeau leurs drones au Maroc parce qu'ils en voulaient plus parce que ça marchait pas. Et donc il y a beaucoup de pays qui achètent du matos chinois qui se retrouvent à se rendre compte que c'est pas à la hauteur de ce qui était promis. Donc il y a certains trucs chinois qui marchent très bien, notamment par exemple ils ont dépassé les Russes sur les radars et on le sait, c'est les seuls maintenant. Enfin, c'est les Russes. En fait, il y a une technologie de radar qui s'appelle les balayages électroniques à antenne active. Ben, les Chinois l'ont, les Russes ne l'ont pas. Et donc avec la France, les États-Unis, les Chinois et maintenant l'Eurofighter en a aussi un, avec 10 ans de retard sur la France, et ben ils ont des radars de nouvelle génération. Donc globalement, effectivement, il y a les États-Unis, la France avec ses alliés, la Grande-Bretagne avec ses alliés, et les États-Unis, c'est les 4 pays qui vont pouvoir fournir cet avion. D'accord. Et on va dire si jamais la France venait à prendre la décision d'investir ces 80 milliards, bon, je sais pas comment il serait trouvable aujourd'hui, mais Ouais. imaginons dans un monde, voilà, le temps de développement d'un tel avion de sixième génération, c'est quelque chose qui se fait sur une décennie, ça se Alors, quantifie comment? en fait, c'est une question d'urgence par rapport à ce qu'on a. Le Rafale est un avion qui restera pertinent et avec la version qui va arriver en 2035, qui va avoir tout plein de raffinements supplémentaires pour faire ce qu'on appelle la lutte CED, donc c'est destruction de la défense aérienne ennemie, etc. On sait que au moins jusqu'en 2040-2045, il n'y a aucun problème. La France n'a même pas besoin d'avoir d'avion de ce 6e génération. Mais il faut déjà développer certaines des technologies de 6e génération, puisque aujourd'hui le Rafale est un avion qui a toutes les technologies de 5e génération. Ses capteurs, les détecteurs, les systèmes de guerre électronique, tout est de 5e génération déjà. Et donc à partir de la version de 2035, il y aura déjà des technologies et des briques technologiques de 6e génération. Donc on va déjà commencer petit à petit à faire des choses qui correspondent au futur. Et il ne faut pas oublier que dans le Rafale au standard F5 de 2035, il y aura un drone de combat, le successeur du Neurone. On aura un drone de combat avec des formes furtives et avec les mêmes capteurs que ce qu'on a sur un Rafale. Donc on aura déjà potentiellement un avion de 6e génération non piloté pour la fin de la décennie 2030. Opérationnel, qui fait tout ce qu'on lui demande. Et là se posera la question de continuer pour remplacer le Rafale. Et ça, il y a vraiment des états-majors qui se posent ces questions. Est-ce que le futur, c'est avoir un avion piloté qui va coordonner 3 chasseurs furtifs drones? Ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un avion de 6e génération piloté pour coordonner et accompagné par 3 drones furtifs? Et là, il y a vraiment des vraies réflexions profondes, savoir s'il y a un vrai basculement. Et finalement, est-ce que l'avion ravitailleur avec un poste de commandement embarqué,
et une communication par laser pour éviter d'être détecté par les radios autour de nous, est-ce que ça ne donnerait pas des résultats égaux ou supérieurs au développement d'un chasseur de 6e génération piloté, qui coûtera beaucoup plus cher? Donc il y a plein de réflexions comme ça en ce moment. Et donc, logiquement, pour la France, il n'y a pas besoin d'avoir un avion de 6e génération avant 2045, je dirais. Parce que le Rafale, avec le drone de combat furtif neurone évolué, sera suffisant. Mais si vous en parlez aux Anglais, vu que l'Eurofighter, ça se passe mal, vu que pour les Allemands, les Italiens, c'est la même chose, eux, ils sont plus pressés que nous en réalité. Tu vois? Donc, si on continue un programme en coopération avec les Allemands, les Espagnols, il faut un avion qui soit disponible en 2040-2045. Pour la France, c'est plutôt 2045-2050. D'accord. Et on se rappelle, Emmanuel Macron, qui il y a quelques mois maintenant, avait fait des annonces pour la LPM, la loi de programmation militaire, pour le financement d'un point de vue budgétaire, etc. Au niveau des retours par rapport à toutes ces recherches aussi, par rapport au financement de notre matériel militaire, de nos Rafales, etc. Et la situation budgétaire aussi actuelle, on va dire, à la fin d'année, est-ce qu'il y a des inquiétudes parce que du coup, tu expliquais être en contact avec on va dire, les forces armées et autres. Est-ce qu'il y a des inquiétudes vraiment par rapport au financement de ce matériel et par rapport à l'urgence vis-à-vis de la situation en Ukraine et en Russie? Bien sûr. Bah, déjà, le problème, c'est que je vais donner un exemple concret. Les Serval, donc on est en train de remplacer nos véhicules de l'avant blindé par des Serval, qui sont beaucoup plus performants, avec des capteurs, avec résistants aux mines, ils sont super. Mais on se rend compte qu'avec l'urgence des drones, il faut un Serval anti-drone. Il s'appelle le Serval LAD pour lutte anti-drone. Le Serval LAD qu'on devait avoir maintenant ne sera livré finalement qu'en 2028 et il ne sera certifié qu'en 2031. C'est la direction de l'armement qui le dit. Et donc les forces sur le terrain... Pour précision, la certification, c'est à partir du moment où il peut être utilisé sur le terrain. Dans la pratique, je pense qu'à partir du moment où ils l'auront, ils attendront pas que toutes les finesses et tous les écrous soient validés. Mais théoriquement, oui. Mais si on est en guerre en 2028, si on l'a, on l'utilisera sans le laisser dans un hangar. Mais tu peux pas lancer la production en grande série si t'as pas eu cette certification. Donc ça, c'est aussi un problème. D'accord. Mais donc, par exemple, quand on en parle aux copains qui s'entraînent tous les jours et qui voient la réalité de ce qui se passe en Ukraine, ils n'ont pas de sac à dos de brouillage, ils n'ont pas de fusil à pompe pour se défendre contre les drones, ou en tout cas, c'est pas répandu autant que ça devrait l'être ou autant que ça l'est sur le front. Et les systèmes anti-drones qui devaient être opérationnels rapidement, c'est dans 6 ans. Ben, à un moment, oui, clairement, ils s'inquiètent. Et eux, et j'ai vraiment énormément de militaires qui le disent, ils voudraient qu'on soutienne davantage l'Ukraine, y compris en étant présent sur place, mais pas sur la zone de front. En étant présent, par exemple, sur la frontière avec la Biélorussie. La Biélorussie, il y a des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui sont face à la Biélorussie au cas où il y a une attaque de ce côté-là. Parce que s'ils retirent leurs forces, évidemment, les Russes vont arriver par là-bas. Est-ce que ça ressemble pas un peu au plan de paix qu'avait proposé, je crois que c'était Trump ou les Européens qui disaient que si les frontières s'arrêtaient là, on mettait les forces alliées tout le long de la nouvelle limite et à la frontière biélorusse. Mais ça, c'est après la paix. Oui. Mais comment tu peux pas obtenir la paix si tu fais pas bouger les lignes à un moment. Aujourd'hui, la Russie ne veut pas la paix. Zelensky a validé le traité de paix en mars dernier. Il a signé des compromis sur l'exploitation des terres rares par les États-Unis. Et il a signé le traité de paix proposé par Trump en mars 2025. Poutine refuse le cessez-le-feu, refuse la paix. Poutine veut détruire l'Ukraine, veut envahir l'Ukraine, veut annexer l'Ukraine, veut déporter les Ukrainiens. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, sauf si vous voulez revenir dessus. Mais du coup, la conséquence, c'est que les Ukrainiens, si on continue avec un statu quo, ils vont juste continuer doucement à reculer, en faisant souffrir les Russes énormément, en provoquant des centaines de milliers de pertes russes chaque semestre, hein, parce qu'on a quand même des pertes, c'est 270 000 pertes depuis de janvier à septembre 2025. C'est des chiffres stratosphériques. Fuites russes récupérées par des hackers. Donc on a des chiffres dramatiques. Mais les Russes ont l'impression que par leur masse et par leur histoire, où ils sont capables de perdre 20 millions d'hommes sur la Deuxième Guerre mondiale, ben c'est pas grave, l'homme est inconsommable et les Ukrainiens vont bien finir par s'épuiser. C'est comme ça qu'ils ont eu les Allemands à l'époque. Et donc ils pensent qu'en continuant à envoyer des pauvres gars, et je l'ai vu, hein, j'étais dans des tranchées, j'ai fait 16 voyages et jusqu'en ligne 1. Au début, j'allais vraiment en ligne 0, on était à 200 mètres des Russes,
Maintenant, c'est plus possible de faire des choses comme ça. Mais donc, je veux dire, voir des Russes conduire des assauts suicides, je l'ai vu en réel, par drone. Et comment est-ce qu'on arrête ces assauts suicides? Ils envoient 2 mecs le matin, ils se font tuer. Donc les Russes bombardent en espérant tomber sur une tranchée qui les a tués. Et le soir, ils revoient 2 mecs qui se font tuer aussi. Et là, j'y étais il y a 2 semaines avec les opérateurs de ligne 2, mais qui envoient les drones de grande taille. Dans un champ, il y avait déjà une dizaine de cadavres de Russes. Et puis, il y a 2 Russes qui sont venus et qui se sont fait éclater dessus. Et donc, bah, maintenant, il y a 10 Russes morts et 2 Russes en train d'agoniser dans un champ. Et ils viennent pas les chercher, ils viennent pas envoyer leur corps. Et puis ce soir, ils vont recommencer. Voilà. Donc ça, c'est un truc de malade. Et donc, je me suis perdu sur ta question, c'était sur l'aide. Et donc, les Français, Oui. qu'est-ce qu'on pense? Et donc, les Français disent, les combattants français, des mecs, ils disent, au lieu de faire des opérations extérieures dans des pays qui nous détestent, au Mali, etc., contre leur volonté, mais qu'ils aillent se faire foutre, et soyons utiles quelque part. Peut-être pas sur le combat, et les Français, ils veulent pas se battre contre les Russes, Oui, parce qu'on mais rappelle qu'il y a déjà les formateurs militaires qui forment les Ukrainiens en Roumanie, je crois. ouais, Euh, Roumanie, Pologne, Roumanie, même en Pologne, mais France, en pas en Angleterre, Ukraine. Les formateurs ne pas vont en pas en Ukraine. Ukraine, mais dans les pays frontaliers pour former les soldats. Au matériel Il y a quand français même, d'ailleurs. il y a quand même j'ai vu des formateurs étrangers, mais pas français, en Ukraine, notamment britanniques. D'accord. Mais l'objectif, ce serait de mettre quelques milliers de soldats français sur la frontière avec la Biélorussie, en protection de la frontière, pour que les quelques milliers de soldats ukrainiens qui sont là puissent être utiles sur le front, pour bloquer les Russes, pour proposer des rotations, pour que les mecs puissent se reposer, etc. Parce que ça, c'est une difficulté aussi. Ils font 20 jours dans leur tranchée, ils ont 5 jours de repos derrière. Hmm. L'Ukraine, c'est un super grand pays, tu n'as même pas le temps de retourner voir ta famille à l'autre bout et revenir. Donc c'est très compliqué. Donc ça, c'est le genre de choses que j'entends de plus en plus dans l'armée française, armée de terre. Je voudrais tenir une partie du front pacifiquement pour garantir la paix, pour éviter que l'Ukraine s'effondre, pour éviter de devoir faire une guerre pour laquelle on n'est pas prêt. Et au niveau de l'armée de l'air, le programme Sky Shield, vous l'avez peut-être vu, Oui. c'est un projet d'avoir nos avions basés en Pologne et en Roumanie qui puissent venir intercepter les missiles qui viennent taper sur les civils sur les arrières. Le but n'est pas d'être en confrontation avec l'armée de l'air russe. On restera à des centaines de kilomètres du front, mais on protégerait les civils qui représentent 93% des frappes russes. Et ça, on a 2 anciens états-majors, 2 anciens chefs d'état-major de l'armée de l'air qui ont dit qu'ils étaient pour. Le chef des opérations aériennes, on a énormément d'anciens militaires qui disent ça, c'est une Et ça solution en est tout de où, suite. Sky Shield, actuellement? Il y a eu officiellement cette semaine le soutien du ministre des Affaires étrangères. Moi, je fais partie des 3 initiateurs de ce projet. Il a été lancé par le passé, hein, je veux dire, c'est pas une nouveauté, on en parle depuis 2022. Mais là, on l'a relancé réellement à 3 avec le député Petit et un représentant de la société civile, monsieur Philippe Moreau-Chevrolet, et moi. Et donc, on a eu une pétition avec plus de 50 000 signatures. On a des dizaines de parlementaires, des dizaines d'officiers généraux. Et donc, comme on a ce soutien opérationnel, réaliste, le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et ben finalement, le pouvoir se dit, bah ouais, évidemment, il faut le faire, quoi. Et il y en a marre d'attendre. Et juste de dire, bah après la paix, on fera quelque chose. Mais la Russie n'acceptera pas la paix. Donc, il faut faire quelque chose avant. Et l'objectif de la Russie, c'était soit de faire s'effondrer militairement l'Ukraine, elle n'y arrivera jamais. Donc, elle essaie de faire s'effondrer le côté civil. Si on fait Sky Shield, on interdit à la Russie de faire s'effondrer la population civile, et donc on lui retire son deuxième objectif stratégique, et donc on la contraint à accepter un cessez-le-feu et une paix. C'est ça l'objectif de Sky Shield. Et au niveau du projet Sky Shield, ça en est où par rapport aux autres pays européens? La position C'est c'est vis-à-vis de des, ça, elle est... c'est des discussions qui me dépassent. La France est le seul pays qui l'a ouvertement dit. D'accord. Je pense que les Anglais nous seraient d'accord pour le faire, parce qu'on a eu des coopérations intéressantes avec les Anglais par le passé, et notamment sur la Libye, etc. Même si la Libye c'était de la merde, globalement, d'un point de vue coopération, on sait faire avec les Anglais. L'Italie Et la potentiellement question c'est, imaginable. L'Italie, on rappelle avec la présidente Meloni ouais, qui Mélanie, me semble une des européennes les plus pro-ukrainiennes. Hein, ouais, ouais. faut le rappeler du côté de l'Europe, l'une des plus engagées sur la question. L'Italie aussi Mais pourrait. l'Italie, la Belgique, en fait, la Belgique, c'est un pays, par exemple, très volontariste, mais qui n'a pas énormément de moyens, malheureusement. Hmm. Et donc, un pays comme la Belgique pourrait participer, sauf qu'ils ont du F-35 qui n'est pas opérationnel et qui coûte très cher. Donc, pour engager du F-35 au-dessus de l'Ukraine,
Oui. Ah, c'est pas facile. Mais globalement, ouais, on a 4-5 pays, je pense, qui pourraient vouloir le faire. Il faut s'autoriser à le faire. Il y a Zelensky qui vient lundi à Paris. Est-ce qu'on peut espérer une bonne nouvelle dans ce C'est domaine-là? ce que J'en sais j'allais rien. dire pour aller vers la conclusion. Mais juste avant du coup de venir sur la conclusion et cette réunion avec Zelensky, les pays comme la Roumanie ou la Pologne seraient ouverts à cette proposition parce que c'est quand même des pays là que seraient Alors, stationnés les avions. bien sûr, ça c'est une vraie question. Est-ce que ces pays ont peur d'être une cible? Est-ce que les Russes pourraient, parce que pour le coup, il n'y a pas de co-belligérance, puisqu'on fait tout ce qu'on a fait par le passé, ça a conduit à tuer des Russes. Donner des chars, donner de l'artillerie, autoriser des missiles à longue portée, les autoriser sur le sol russe, tout ça, c'était les pseudo-lignes rouges russes qu'on a violées et qui ont conduit à tuer des Russes. Là, c'est une ligne rouge que les Russes mettent, parce qu'ils mettent des lignes rouges nucléaires à chaque fois, qui conduit juste à sauver des civils ukrainiens qui sont illégalement et illégitimement attaqués. Donc ça, les Russes peuvent pas dire que c'est une escalade, c'est eux qui font une escalade et nous, on les suit très très loin derrière. Est-ce que les Polonais, qui ont eu leur espace aérien qui a été violé 27 fois depuis le début du conflit, est-ce qu'ils percevraient ça comme une menace supplémentaire ou comme une protection? Sachant que quand les Russes ont envoyé 19 drones sur leur espace aérien, et ils ont réussi à en intercepter 3 avec des missiles à 1 million d'euros. Il y a un moment, si on se disait, ben, les drones russes, les missiles russes, si on les intercepte 200 km avant la frontière polonaise, ben, ça va aussi protéger et faire une sorte de zone tampon de protection, oui, pour des civils ukrainiens, et tant mieux, mais aussi de protection pour la Pologne. Et la Pologne qui Donc d'ailleurs moi, a déclenché avec la Roumanie aussi à un autre moment l'article 4 de l'OTAN qui est le ouais, prémisse à l'article 5. Pour rappel, l'article 5 de l'OTAN, c'est l'article dans lequel si un des pays est considéré comme attaqué, tous les autres viennent le défendre. Et l'article 4, c'est ouais, le c'est ça. prémisse où on soulève la question au niveau de l'Assemblée de Ouais, l'OTAN. Voilà. c'est des réunions de gens bien habillés qui feraient mieux de venir dans les tranchées entendre le bruit et la chaleur du souffle des obus. Parce que je pense que tous ces gens-là, tu vois, la semaine dernière, moi j'ai été coursé par un drone kamikaze en pleine ville, à Kramatorsk. Il y a un drone kamikaze qui a explosé à 80 mètres de nous. J'étais avec les Français. Et ben ça, si ces gars-là, ils venaient voir la réalité du terrain, je t'assure qu'ils seraient pas en train de dire ah oui, mais c'est compliqué administrativement, faut qu'on trouve. Non, non. Quand tu vois la réalité, tu te poses pas de questions. Et dire que c'est compliqué et qu'il faut trouver des alliés et que, enfin, quoi, faut arrêter de perdre son temps avec de la paperasse. Il faut que la réalité du terrain soit transformée en action. Et ces actions, celles qui sauveront des vies et celles qui éviteront une surenchère russe et qui éviteront que la Russie, parce que la Russie s'y prépare, une extension du conflit, notamment aux pays baltes, à la Géorgie, etc., eh ben, c'est une aide supplémentaire à l'Ukraine. Et l'aide supplémentaire à l'Ukraine, aujourd'hui, l'économie de guerre, c'est des paroles, ça ne s'est pas transcrit dans les faits. Et le soutien militaire tel qu'on pourrait le proposer, aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Bah, il y a On une a bonne, retiré nos forces d'Afrique, elles ne sont pas en il y Ukraine. a quand même une bonne nouvelle, c'est par rapport aux avoirs russes gelés qui vont pouvoir être utilisés dans ce cadre maintenant. Ça, c'est quand même aussi Exactement. une bonne nouvelle. Et du coup, là, ça fait quand même 1 heure déjà qu'on est ensemble. Et c'est vrai que le temps file parce qu'il y a tellement de choses à dire. Merci encore beaucoup pour ton temps. Je pense qu'on va essayer de conclure sur la journée de lundi. Donc voilà, tu l'as dit tout à l'heure, hein, le président Zelensky est attendu à Paris lundi où Macron doit le recevoir. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre? Est-ce qu'il y a des éléments diplomatiques potentiellement ou même actions militaires qui pourraient être décidées ou qui sont imaginés Alors, vis-à-vis de cela? il y a, vous l'avez peut-être vu, il y a 3 semaines, je dirais, j'ai perdu un peu le compte des jours quand j'étais en Ukraine, mais il y a 3 semaines, pour la première fois, une société qui s'appelle Alta Ares, qui est une société qui a été fondée par des Français qui, à la base, sont juste venus aider les Ukrainiens à développer une intelligence artificielle. Et ben, ces Français qui ont passé 2 ans bénévolement à développer une IA, aujourd'hui, c'est une des meilleures IA de reconnaissance de forme. Et qui a pour la première fois, donc c'est-à-dire qu'ils font de la reconnaissance de forme, mais du guidage d'un drone, par exemple un drone kamikaze ou un drone intercepteur de drone. Et bien pour la première fois, il y a 3 semaines, ils ont été capables de faire de l'interception d'un drone cible dans un cadre OTAN. En Ukraine, leur truc est déjà validé. Maintenant, c'est validé sur le territoire au standard OTAN dans un test encadré par la direction de l'armement. Le fait qu'il y a 3 semaines, on ait validé un intercepteur français avec une IA française,
Moi, j'ai envie de dire, les Ukrainiens, à partir de, on va vous fournir 1000 drones intercepteurs par mois. Avec la technologie française qu'on vient de développer, putain. Mm. Tu vois, ça, à mon avis, c'est le genre de choses qui pourraient être pertinentes. Donc, un accord sur la fourniture de drones en les produisant dès aujourd'hui. On ne peut pas acheter 1 million de drones et faire un stock de drones parce qu'il va être périmé dans un mois. Donc, il faut produire des drones en temps réel pour les fournir à l'Ukraine. Et moi, je rêve, et je le répète depuis longtemps, que nos industries qui sont en train de crever la gueule ouverte parce qu'on achète des voitures chinoises et des Moulinex faits à l'autre bout du monde, que nos entreprises qui restent ici avec des entreprises qui tournent qu'à 50%, ton imprimante 3D, elle tourne qu'à 50%, ton tourneur fraiseur, il bosse pas à 100%. Utilisons cette ressource, ces gens qui voudraient juste pouvoir bosser, pour pouvoir sauver des vies tout de suite en Ukraine en fournissant à l'Ukraine massivement déjà des drones intercepteurs, éventuellement des drones kamikazes tels qu'ils sont nécessaires, parce que le jour où nous, on en aura besoin, on aura déjà les lignes d'assemblage, on aura déjà le savoir-faire. Donc moi, je souhaite déjà aujourd'hui qu'on produise au profit de l'Ukraine. L'Ukraine produit quasiment 15 000 drones kamikazes par jour. Nous, on en produit 40 par mois. Oui. Donc il y a un problème. Donc si on savait en produire 100 par jour aux méthodes ukrainiennes qui coûtent pas cher, ce serait bien pour les Ukrainiens et ce serait indispensable pour, si par malheur, un jour, on devait en avoir besoin. Donc moi, c'est les deux annonces que j'espère voir lundi, j'en sais rien, hein, mais une grosse annonce sur les drones. Pourquoi pas une annonce sur du Rafale à horizon 2030? On peut rêver, voilà. Parce que justement, tu l'as dit, les avoirs russes, tout ça, c'est gratuit, hein, c'est les Russes qui payent. Pour l'instant, on récupérait les dividendes des avoirs russes et on utilisait ces dividendes. Là, maintenant, on a trouvé un moyen, a priori, d'utiliser l'argent russe directement. Et c'est comme ça que les Ukrainiens vont pouvoir acheter des Gripen suédois, des avions de chasse suédois. Ces avions de chasse vont être financés par les 200 milliards d'avoirs russes qui sont gelés sur le territoire européen. Merveilleux, tu vois. Donc ça, j'espère, pourquoi pas, une annonce où on va débloquer 20-30 milliards d'euros de matériel pour faire de la défense aérienne lourde, pour faire des drones, pour faire des ponts de franchissement, pour faire de la protection et pour faire du Rafale. Pardon, j'ai quelqu'un dans le chat Je qui a t'en fait prie. une blague. Bon, Vas-y. tu connais le c'est Nicolas qui paye. Bon, ben maintenant, c'est Ouais, Nikolai qui paye. Voilà. il a Je l'ai raison. trouvé, elle m'a fait sourire d'un coup. Il a Voilà. raison. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup à Avec toi plaisir. pour ta Merci à vous présence, tous. Xavier. Merci pour ton temps. J'espère peut-être une prochaine fois parce que vraiment c'était très intéressant et ça a beaucoup plu. Bon courage pour la suite. Dans le cadre de ma voiture, le samedi Non, mais matin, on peut refaire ça ça dans passe quelques mois. super en tout cas. Merci beaucoup Ok. à toi. Je te souhaite une excellente journée et bon courage pour À tes bientôt. prochains projets et voyages en Ukraine si tu dois y retourner prochainement. Voilà. J'y vais tous les 2 mois. À bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir.